Bon, comment vous allez? Bien? Bon, ok. Alors, on reprend la suite du non, je veux vous rappeler, pour ceux qui étaient là, on n'avait pas enregistré, mais on avait fait une classe. Ok. Donc, notre thème, vous savez, petit gouvernement versus grand gouvernement. Alors, notre fil conducteur, c'est retracer ces deux termes nouveaux qui ont été introduits dans les vêpres pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner et en quoi ça s'est intégré dans le sujet de la loi du dimanche. Donc, ce que nous faisons, c'est une répétition élargissement, mais aussi, non seulement avec l'étude du mois d'avril, mais aussi une répétition élargissement avec ce que Maurice a fait ce matin, c'est complémentaire. Donc, c'est très bien. Donc, comme d'habitude, quand je commence, quelle question que je vous pose? Voilà. Il n'y a pas, voilà, c'est répétition. Où sommes-nous sur la ligne? Et tout le monde va me dire, nous sommes... Voilà, juste avant la LD, vous avez vu, je vous ai mis la date là. Nous sommes donc, voici, il y a Natacha, Amanda, Vadim. Nous sommes là, le 3 juin 2023, c'est notre présent. Et nous allons vers la loi du dimanche. Mais la loi du dimanche, comme nous l'avons vu ce matin avec Maurice, on avait une compréhension première qui, au fur et à mesure, s'est développée et a été dans une autre compréhension plus élargie et dans notre contexte de dispensation. Donc, mais même si on a le thème de l'égalité dans la loi du dimanche, on sait que la thématique, c'est l'égalité, mais il demeure énormément de questions. Et Maurice, il a fini ce matin en disant, c'est une guerre culturelle, d'accord? Donc, on va mettre culture. Mais également, il nous a dit, on ne sait pas la forme que la loi du dimanche prendra. Et vous voyez, je l'ai réécrit en bas. Mais on ne sait pas non plus la date. On ne sait pas s'il y aura une prédiction. On ne sait pas. Mais toujours est-il que Dieu, il ne nous laisse pas sans éléments, sans repères, pour nous permettre de comprendre le développement et savoir si elle est imminente ou pas. D'accord? Alors, nous sommes, le thème petit gouvernement versus grand gouvernement se situe dans les vêpres. Donc, les vêpres sont arrivés donc, en février 2022 et le thème de petit et grand gouvernement se trouve dans la vêpre numéro 4. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi je parle de ça, là, je suis en train de vous renvoyer vers la vêpre numéro 4. C'est dans cette vêpre que ces deux termes ont été intégrés. Maintenant, pourquoi je vous ai dessiné cette grande ligne? Selon vous, je la fais partir à 1619. Pourquoi? Alors, j'entends... C'est bon? On m'entend? Ça me fait penser au début des États-Unis. Alors, début des États-Unis, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on montre en 1619 pour marquer le début des États-Unis? Quel événement on va montrer? Alors, levez la main, il y a Natacha qui veut parler. Oui, c'est juste, hein, mais il y a des personnes qui peuvent montrer, Elisa, le début des États-Unis au XIVe siècle ou au XVe siècle. Pourquoi moi j'ai mis 1619? Alors, je ne sais pas si... Qu'est-ce qui a parlé? Oui, eh bien, dis-le. 1619, c'est pas la date avec le Mayflower? Juste. Donc, voilà. Donc, il y a... Le Mayflower, c'est quoi? Juste
en 2 mots, Natacha. C'est dans un bateau avec lesquels les premiers, ceux qui fuyaient L'Ancien Monde? l'ancien monde arrivaient aux États-Unis et on les appelait les puritains. Ouais. Alors, on est dans l'histoire de l'Ancien Monde, l'Europe, et eux, ils vont dans cette histoire. Et le Mayflower, c'était donc des protestants, calvinistes. Donc, on l'a vu, qui dit Calvin, dit vraiment fondamentaliste, d'accord, très rigouriste. Ça se dit rigouriste hein, en français. Donc voilà. Maintenant, rappelez-vous, avant d'entrer vraiment en profondeur, la loi du dimanche, il nous faut comprendre pourquoi les termes, je répète bien parce qu'il faut que toutes nos réponses, c'est ça notre fil conducteur, pourquoi Dieu, à travers l'Ancien Testament, introduit les termes nouveau, petit et grand gouvernement. Donc, rappelez-vous bien notre étude, notre fil conducteur. On ne répond pas encore à cette question, hein. Mais pourquoi, en mars 2022, dans les VEP numéro 4, 2 nouveaux termes sont introduits pour nous permettre de comprendre la LD, donc comprendre quand est-ce qu'elle va arriver et sous quelle forme, et qu'en fait, ce n'est pas, comme on l'a vu ce matin avec Maurice, une union Église-État, telle que décrite dans la Tragique des siècles, page 478.2, qu'on a lu, Maurice, c'est ça? Mais ça sera, c'est une question de culture, d'accord? Donc, notre fil conducteur, c'est ça, l'étude. Donc maintenant, Jean-Marie, tu voulais poser une question ou dire quelque chose? Vas-y. Pour te dire, c'est juste que si tu mets le Mayflower, c'est 1620. 1619, c'est les premiers esclaves qui sont arrivés aux États-Unis. Alors, j'ai mis, mais on allait rentrer dans le détail, mais je te remercie. Donc, 1620 commence de là, on va mettre du commerce triangulaire. Donc, je mets vous connaissez ce terme, le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. 1620, le Mayflower arrive dans la baie de Massachusetts, mais on va le voir, avec des protestants calvinistes. Avant que les protestants calvinistes n'arrivent, il y avait déjà d'autres groupes de chrétiens, mais là, je vais trop vite, parce que cette étude-là, elle est assez vaste, il y a énormément d'informations, et j'aimerais vraiment, chose que je n'arrive jamais, à lire mes slides, parce que je pense que il faut qu'on arrive même si je vous raconte l'histoire, mais qu'on puisse quand même voir certains éléments clés, d'accord? Donc, pourquoi cette étude? Parce que qu'est-ce qui s'est passé sur notre ligne de réforme? On va passer à cette ligne-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre ligne de réforme? Jusqu'en 2018, nous étions le mouvement, et vous et moi, on était des conservateurs, d'accord? 2018, notre marqueur, c'est un point tournant, on pourrait dire, un point tournant pour le mouvement. Là, il y a un message qui arrive et qui nous demande, merci, il y a un changement qui doit s'opérer. D'accord? Ce changement, il est à faire. Avant la LD, hein, bien sûr. Il a à faire avant. S'il ne se fait pas avant la LD, qu'est-ce qui va se passer? La LD, c'est un test. Donc, qu'est-ce qui va se passer, Amanda? Passe la main, passe le micro. On échoue. On échoue au test de la LD. Oui, oui. Merci. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. C'est salutaire. Donc, 2018, c'est notre point tournant par rapport à la LD, on va dire. On aurait pu mettre un autre marqueur, mais dans le contexte de notre étude, je choisis 2018. Pourquoi? Parce que je suis en train d'expliquer la raison pour laquelle les mots petit gouvernement versus grand gouvernement ont été introduits. Et dans ces mots petit gouvernement et grand gouvernement, il y a justement l'orientation, ce changement
que Dieu veut opérer en nous. De conservateurs, moraux et sociaux, il veut que nous devenions des libéraux sociaux. D'accord? Mais moraux, puisqu'on garde la loi. D'accord? Le sabbat, etc. Donc 2018, c'est notre point tournant, parce que de conservateurs, Dieu, il veut qu'on passe à des libérateurs, à des libéraux sociaux. Et dans l'histoire qu'on est en train de faire, l'étude, petit gouvernement, grand gouvernement est vraiment un synonyme pour dire conservateurs et libéraux. C'est notre conclusion, notre première conclusion, on dirait. D'accord? Vous savez pourquoi? Donc, quand on parle de petit gouvernement, grand gouvernement, on parle de conservatisme et de libéral sociaux. D'accord? C'est clair pour tout le monde? C'est good. Donc, Dieu veut nous faire changer, mais pour nous faire changer, on l'a vu en première partie ce matin avec Maurice, il va nous donner toute l'information d'un coup. Par étapes, il va nous conduire. Donc, 2018, 2 sources d'information. Et vous voyez qu'entre 2018 et 2023, il y a combien? 5 ans, c'est ça? C'est toujours le même thème qu'on est en train de développer, conservateur, libéral. D'accord? Donc, 2 sources d'information. Dieu nous donne déjà le contexte. La loi du dimanche, ça touche au sujet donc, du conservatisme et du libéralisme. D'accord? Social. Maintenant, pour illustrer ce qu'il est en train de nous dire, il nous donne 2 témoins. Fox News, la branche conservatrice, et CNN, la branche libérale. Ensuite, on avance dans le temps en 2019. Il va répéter et élargir ce qu'il nous a dit en 2018, conservateur libéral, mais il va utiliser un autre acteur. On l'a vu ce matin avec Maurice, la droite chrétienne. Et dans cette droite chrétienne, la majorité morale, ou les évangéliques, il va élargir en montrant leur mission. Donc, on peut dire que la droite chrétienne, sa mission, ça serait un peu cru de le dire ainsi, mais je vais le dire, c'est de mettre en place une politique nationaliste, sexiste et homophobe. Dieu, il nous identifie à cette droite chrétienne qui est conservatrice et nous dit, en 2019, arrêtez d'être ainsi, il vous faut combattre justement ces mouvements, donc combattre une guerre spirituelle et intellectuelle et mentale, pour pouvoir changer, parce que ça ne reflète pas mon caractère. Ensuite, en 2021, il va répéter encore en montrant toujours la droite chrétienne, mais à travers le féminisme radical, il va plus affiner. Et en 2022, là, par contre, il va dire, ok, je les ai formés de 2018, j'ai répété, élargi le message qu'avec comme acteurs les protestants, là, je vais ajouter dans le Parti républicain et la droite chrétienne, je vais rajouter d'autres acteurs. Et dans les vêpres, on voit donc ajouter les acteurs, les libertariens, le nouvel athéisme, et aussi d'autres termes, petit gouvernement et grand gouvernement, pour identifier les valeurs de la droite. Tout ça parce qu'il est conscient que la loi du dimanche arrive, que nous sommes un mouvement conservateur, même si en 2018, il nous dit de changer parce que ça ne reflète pas son tempérament, ça ne reflète pas son image, son caractère et son royaume, il nous demande donc d'avancer avec les messages qui sont agités, parce que la loi du dimanche arrive. Est-ce que ça va pour tout le monde? Là, c'est ce qu'on a vu avec Maurice ce matin, en gros. C'est bon? Donc, ce changement doit être fait avant la LD, mais pour qu'on puisse comprendre et accepter le changement, il est en train d'ajouter couche sur couche, message après message, pour nous remodeler à son image. Parce que si pendant toute une vie, on a été conservateur,
on a une lecture de la Bible qui est diamétralement opposée à la nature du royaume de Dieu et à son caractère, ce n'est pas facile de changer. Donc Dieu il prend le temps avec nous. Mais en même temps, il a un objectif, il doit revenir. Et avant son retour, il sait qu'il y a une porte fermée, la FTG, et il sait qu'il y a une LD. Prophétie que l'adventisme attend. Mais maintenant, il nous dit, attention, en 2018, ne regardez pas l'histoire de 1888, mais contextualisez, comme on a vu avec Maurice, ce que vous lisez dans la Bible ou dans l'esprit de prophétie avec votre dispensation, pour comprendre et voir le développement de la LD. Donc, en gros, pourquoi je nous ramène en 1619 à l'histoire des Millérites? Parce que notre méthodologie, si on prend Ésaïe 40, le verset 10, vous savez que c'est un verset, la diapo numéro 8, c'est un verset qu'on a beaucoup utilisé dans le mouvement. Ésaïe 46, le verset 10, la diapo 8, nous dit « Pour comprendre le présent et le futur, il faut retourner dans le passé, car Dieu illustre la fin par le commencement. » Donc, on va le lire, ce n'est pas projeté. Déclarant, alors attendez, c'est moi, j'ai pris le mauvais... Vous voyez là? OK. Déclarant la fin par le commencement. Donc, nous sommes dans l'histoire on a dit, États-Unis, qui représente quel royaume dans la Bible? 6e royaume, merci. Et on sait que c'est dans ce 6e royaume, on l'a vu ce matin, Apocalypse 13, 11, que ce royaume, cette bête symbolisée par un agneau ayant deux cornes semblables à un agneau, va parler comme un dragon. Donc, cette histoire du 6e royaume, c'est dans cette histoire du 6e royaume qu'il y a un changement de l'innocence vers le dragon. Et on sait qu'une nation, elle parle à travers ses lois. Donc, c'est pour ça qu'on attend l'adventisme, ou même nous, on attend une loi, mais ce n'est pas dit qu'il y aura une loi du dimanche. Mais on sait que ça ne sera pas samedi versus dimanche. Donc maintenant, on est dans le présent, 3 juin 2023, si on suit ce que nous dit Ésaïe 46, 10, déclarant la fin, donc la fin de l'histoire de cette terre. Nous, on pointe à la LD, mais on sait que la fin de l'histoire de cette terre, c'est la seconde venue, d'accord? Déclarant la fin par le commencement. Donc, je vais au commencement de l'histoire du 6e royaume. Ça ne sera pas 1619, le commencement du 6e royaume. Si je reste dans le modèle prophétique, ça serait quelle année? Ça serait cette date-là. Mais pourtant, moi, je vous emmène là. Pourquoi? Parce qu'on est dans quelle histoire? Sur le grand thème, on est dans l'histoire de la LD, l'histoire du 6e royaume. Mais notre thème à l'étude, c'est quoi? C'est, oui, l'égalité. Donc, si tu dis l'égalité, tu dois mettre son opposant, c'est quoi? Égalité, liberté, ou bien d'autres termes que Dieu utilise là en 2022. Gouvernement, grand Alors, gouvernement. on a dit égalité versus liberté, ou bien petit gouvernement versus grand gouvernement. On est dans le présent. Ésaïe nous dit, pour comprendre la LD qui est le futur, il vous faut retourner dans le passé. Mais moi, je ne vous emmène pas dans le passé 1798 parce que je ne parle pas de la naissance des États-Unis au niveau prophétique, parce que petit gouvernement versus grand gouvernement ou égalité versus liberté ne commence pas à la naissance prophétique des États-Unis, mais elle commence à la naissance, on va dire, du Mayflowers, quand il y a ces deux groupes de chrétiens protestants qui
vivent déjà sur le sol américain. Certains auraient pu vous dire avant 1619, au XVe siècle, d'accord, ou XIVe siècle, mais on ne voyait pas encore cette friction au niveau de notre thème à l'étude, conservateurs versus libéraux. Est-ce que vous me suivez? Oui? On est en train de suivre ce que la Bible nous dit, déclarant la fin, donc la LD pour nous c'est notre fin, on est dans le présent, donc pour comprendre la LD, il nous faut retourner dans le passé. Pourquoi retourner dans le passé? Qu'est-ce que Ésaïe nous dit aussi? L'histoire se répète. Identiquement? Non, merci James. Avec des contrastes. Parce que dans cette histoire, on voit deux histoires de LD. 1850, dans Premiers Écrits, on l'a étudié, 273, la loi des esclaves fugitifs. Mais on voit aussi 1888, qu'on a vu avec Maurice ce matin, l'histoire de la loi Blair avec la NRA contre A.T. Jones, d'accord? Mais nous, on n'est plus ni en 1850, ni en 1888, on est au XXIe siècle, et au XXIe siècle, le sujet qui est agité, c'est le sujet du genre, d'accord? Donc, je suis en train de dire la même chose, mais de façon différente, pour m'assurer que tout le monde comprend. Notre méthodologie, qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Elle nous dit donc qu'il nous faut... alors, je vais prendre la citation. Ellen White nous dit, vous voyez, en rouge, pour nous enseigner, Dieu, il est en train de nous dire, pour comprendre la LD qui est un événement futur, on va dans le passé. Ça, c'est Ésaïe. On est dans le présent, on va dans le passé pour comprendre le futur. Maintenant, Ellen White, elle nous dit quoi? La LD, c'est une question politique. Ça, nous le comprenons. C'est une question politique. S'il y a une loi qui doit être passée, ce n'est pas l'Église qui passe la loi. C'est la nation, c'est le législatif. D'accord? En lien avec l'exécutif. Et le judiciaire, qu'est-ce qu'il fait? Il met en pratique la loi. Donc, c'est une question politique. C'est l'organisation de la nation. Donc, maintenant, ce que Dieu il illustre, il va illustrer quelque chose, il va illustrer les choses spirituelles qu'on ne comprend pas, qui sont invisibles, c'est limité pour nous. Donc, il va prendre quelque chose de visible, de connu, pour expliquer l'inconnu et l'invisible. Vous connaissez? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Il en était ainsi dans l'enseignement du Christ. L'inconnu était illustré par le connu. Donc l'inconnu pour nous, c'est le royaume de Dieu, d'accord? La nature aussi du caractère de Christ. La LD aussi, donc ça c'est l'inconnu. Donc pour illustrer quelque chose que nous ne connaissons pas, il va prendre quoi? Il va prendre deux ethos, égalité, liberté, deux visions politiques, petit gouvernement versus grand gouvernement, où il va prendre quoi encore? Deux partis politiques, républicains versus démocrates. Est-ce que vous voyez qu'en fin de compte, Dieu, il ne fait que répéter la même chose, mais sous différents angles? Et nous, c'est exactement ce qu'on fait, on le suit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Johanna? Oui? Voilà. Donc, dans l'histoire du petit gouvernement versus grand gouvernement, Dieu il est en train de nous montrer le thème de la loi du dimanche et le clivage qu'il y a entre deux visions du monde. L'égalité versus liberté, ce sont ces deux principes ou idéologies qui sont en conflit dans l'histoire du sixième royaume et qui précèdent l'événement prophétique attendu par l'adventisme, la loi du dimanche. Il est en train de nous dire que ces deux visions ou ces deux idéologies conflictuelles, ça va se dérouler dans deux
visions, dans deux types de gouvernements qui veulent être mis en place dans la nation américaine, exprimés par le petit gouvernement ou un grand gouvernement, et représentés par deux partis politiques, les républicains et les démocrates, ou bien l'aile droite versus l'aile gauche. Merci, James. Il n'y a que James qui me répond, là. James, on fait la classe à deux. Voilà. Donc, on a listé 4 synonymes pour dire la même chose. D'accord? Amanda? Alors, la raison pour laquelle je vais dans le passé, c'est parce que ces 4 termes commencent à ce point-là. D'accord? 1619. Et c'est là où c'est compliqué parce que c'est des histoires qu'on ne connaît pas. Et moi, je n'ai pas envie de faire une présentation ou un cours magistral. Donc, ce n'est pas évident. Donc, Sophie, qu'est-ce que tu m'as dit? Je n'ai pas entendu. Pas tout obligé de faire. Bon, mais on va lire. Parce que c'est vrai que vous ne connaissez pas, mais on peut lire et faire ensemble. D'accord? Donc, en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est vraiment, donc, on va essayer de mettre en application notre méthodologie. Regardez là, cette diapo qui est affichée. Elle est tirée du Bill of Rights Institute. Donc, j'ai cherché un peu le Bill of Rights Institute. Et en fin de compte, c'est un parti de la droite avec des visions, la liberté, hein, leur ethos, c'est la liberté. Et regardez ce qu'ils disent. Est-ce que quelqu'un veut lire? Vas-y. C'est qui? Elle a dit Je ne sais pas. Ok. Le débat sur l'engagement du gouvernement fédéral à promouvoir le bien-être général et à garantir les bienfaits de la liberté pour nous-mêmes et notre postérité, ainsi que sur la question de savoir si les actions de l'un ou l'autre des présidents ont raccourci ou prolongé la dépression, se poursuit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on comprend dans ça? Alors, Amanda, tu as lu, hein? Donc, dis-moi, quel mot-clé, par rapport à notre étude de petit gouvernement versus grand gouvernement dans le sujet de la LD, quel mot-clé tu relèverais? Il n'y a pas de fausse réponse, vas-y. Alors, je dirais le gouvernement fédéral. Alors, très bien. Le gouvernement fédéral. Pourquoi? Alors, quand tu penses à gouvernement fédéral, es-tu en mesure de donner son opposé ou bien de le mettre dans le contexte de l'étude? Pourquoi tu as choisi gouvernement fédéral? Parce que je dirais que c'est... Vas-y, parce que le geste moi, que tu fais, c'est ça. L'original des petits gouvernements et grands gouvernements. Tu mettrais dans le gouvernement fédéral les deux gouvernements, petit et grand gouvernement. Oui, oui. OK, d'accord. Alors, est-ce que j'irais quelqu'un... Alors, en tout cas, c'est bien d'avoir souligné gouvernement fédéral. On est au cœur du problème. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut me dire ce qu'il pense? Rodi? Donc, Rodi, est-ce que tu peux me dire dans la citation, hein, le mot pour toi qui t'interpellerait dans le cadre de notre étude, petit gouvernement versus grand gouvernement dans le cadre de la loi du dimanche? Non, il n'y a pas de pause. Tu lis, s'il te plaît, et dis-moi quel mot tu t'interpellerais. Alors, ta femme, elle a dit gouvernement fédéral. Toi, tu dirais quoi? Rodi, Sophie essaie de te donner le micro. Prends-le. Quel mot tu dirais? Ensuite, je poserai la question à Karl. Alors, Karl, prépare-toi. Alors, tu n'as pas de réponse. Dans aucun, là, regarde la phrase qui est en rouge. Il n'y a aucun mot qui t'interpelle.
Mais là, tu répètes ce que... Bah, on va dire, oui, ça frappe. On va dire, Bon, il n'y a que le gouvernement fédéral qui te frappe. Merci d'être avec nous. Karl, dis-moi, quel mot t'interpelle dans le cadre de notre étude? dans le texte. Oui, cette citation-là. On est dans le contexte de la loi du dimanche, et cet institut-là, je n'ai pas mis la date, mais c'est récent, nous dit, voilà, l'engagement, donc, le débat, donc, c'est un débat qui est en train de se poursuivre aujourd'hui. Mais c'est quoi le débat? Elle nous dit un mandat, gouvernement fédéral, et c'est juste, c'est vraiment ça. Mais qu'est-ce qu'il met en opposition? Karl, qu'est-ce qu'il oppose ou qu'est-ce qu'il souligne si tu ne vois pas d'opposition? Qu'est-ce qu'il souligne? La liberté. Il souligne les bienfaits de la liberté. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans le cadre de la loi du dimanche. Est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que tu veux élargir ou tu as autre chose à dire? Non. Est-ce que James, tu voulais dire quelque chose ou la même chose? James voulait dire la même chose. Est-ce que Jean-Marie derrière voulait dire quelque chose? Il y a un mot aussi. Moi, je vois, il y en a deux, le bien-être général et le bienfait de la liberté. C'est deux trucs qui s'opposent, en fait. Le bien-être général, c'est... et on l'a vu. Ça ferait plus référence à l'égalité, en fait, la question de l'égalité. Alors, le bien-être général et les bienfaits de la liberté. Vas-y, Sophie. Merci, Jean-Marie. Ouais. Par rapport au thème, comme tu disais, de petit gouvernement, grand gouvernement, je ne sais pas pourquoi c'était le mot engagement que je trouvais qui était le mot plus important, parce que c'est de savoir à quel point le gouvernement va s'engager ou pas, jusqu'où il va aller par rapport à ces questions, que sont le bien-être général et la liberté. Merci, Sophie. Donc, je vous ai piégé, comme d'habitude, en mettant, ce qui n'est pas faux quand j'ai mis en rouge, mais exactement le terme que j'attendais, c'était l'engagement. Donc maintenant, c'est un débat sur cet engagement par rapport à deux concepts. Effectivement, quand tu dis le bienfait général, ça peut être l'égalité, et aussi les bienfaits de la liberté. Donc on voit que le bienfait général, mais eux, ils le mettent en lien avec la liberté, d'accord? Mais aussi, à la fin, il se dit, ce débat-là, il se poursuit quand? Aujourd'hui. Et si vous ne voyez pas la source, mais ils ont pris la source de Herbert Hoover et Franklin Roosevelt. Donc, il est en train de faire la même chose que Ésaïe 46:10. Pour comprendre, on est dans le présent, aujourd'hui. Eux, bien sûr, ce n'est pas la LD, mais nous, on sait que prophétiquement, c'est la LD qui aura cette grosse cassure. Donc, aujourd'hui, il y a un débat qui va vraiment aboutir prophétiquement à la LD, mais pour comprendre ce débat, dans quelle histoire qu'il nous ramène? Il nous ramène dans l'histoire. J'y vais petit à petit, comme d'habitude, je ne suis pas mes notes et ça m'agace un peu. Il nous ramène dans cette histoire qui est un point tournant, en 1930. Donc vous voyez que l'auteur, même si c'est des gens de la droite ou autre, ils font exactement pareil. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et qui se passera demain, parce qu'il nous dit pour nos postérités, donc nos postérités futures, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, il nous ramène dans le passé. Donc, quand je vous dis que moi, je vais au-delà de 1930, je vais à 1619, l'écrivain, le journaliste, fait exactement la même chose que nous dit Ésaïe 46:10. Il nous fait ligne sur ligne. Ensuite, ça prouve que la discussion, l'élection présidentielle qui a eu lieu dans les années 1930, il faut que nous comprenions les enjeux qu'il y avait au sein de cette élection. Et au sein de cette élection, les enjeux qu'il y avait, si on peut remettre la citation, c'était le gouvernement fédéral, ou bien son opposé, c'est quoi?
Le gouvernement fédéral, Amanda, c'est un grand gouvernement. Ce n'est pas les deux gouvernements ensemble, c'est un grand gouvernement versus donc un petit gouvernement. Donc, ça veut dire c'est soit l'égalité, un grand gouvernement. Ah, je me suis trompée là. Ça, c'est l'inverse. C'est soit un gouvernement qui prône, un petit gouvernement qui prône la liberté versus un grand gouvernement qui prône l'égalité. Donc, l'auteur fait exactement la même chose que nous faisons pour comprendre le futur et l'histoire des États-Unis. Et il dit que ça se joue aujourd'hui. Donc, c'est vraiment présent pour nous, vérité présente. Je ne veux pas qu'on voit mon PowerPoint. Donc, on va aller, donc, oui. Excuse-moi, oui. c'est Sophie. Ah, c'est juste pour être sûr et éventuellement emmener une correction. Tu as dit que gouvernement fédéral veut forcément dire grand gouvernement ? C'est ce que je comprends, moi. Toi, tu comprends quoi, alors? Moi, je ne le comprenais pas comme ça, dans le sens qu'aux États-Unis, il y a un gouvernement fédéral, et ensuite, c'est au parti de décider s'il sera petit ou très interventionniste ou pas. Donc, alors, pour moi, fédéral, c'est le gouvernement que l'on a aujourd'hui aux États-Unis. C'est un gouvernement fédéral, avec des strates en dessous au niveau des États, et c'est à chaque parti qui décide à quel degré ils interviennent ou pas, donc qu'ils recrutent ou pas, qu'ils s'engagent ou pas. Et c'est ça qui fait de ce gouvernement fédéral un petit gouvernement ou un grand gouvernement. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je suis d'accord aussi avec ta vision, mais dans le sens où je le mettais, alors j'aurais dû être clarifié, dans le sens le gouvernement fédéral, parce que les États aussi, ils veulent, ils voulaient avoir, on verra dans l'histoire, ils ne voulaient pas de ce grand gouvernement, un gouvernement fédéral. En fin de compte, ils voulaient vraiment être des États libres et indépendants. Ils voulaient, donc, dans les États-Unis, tu as le grand gouvernement qui va regrouper les 50 États à la création, d'accord? Mais eux, ils ne voulaient pas justement ce grand gouvernement, ils voulaient justement faire sécession et que chaque État ait ce grand gouvernement fédéral dont tu parles. Donc, c'est dans ce sens-là que je le voyais. Mais effectivement, la remarque de Sophie, elle est juste au niveau politique, justement, parce que quand les républicains ils viennent au pouvoir, ils vont démanteler, et on va le voir dans l'histoire, le gouvernement fédéral mis en place par les démocrates. Mais merci de ta précision. Donc, je rappelle, il nous faut donc... On va prendre la diapo qui s'affiche. Je répète, parce que là, on va aller dans l'histoire et je ne vais pas faire un cours. Mais bon, il nous faut comprendre la LD et être préparé. Pourquoi être préparé? Parce qu'on a vu que la LD, c'était donc un test, et c'est Amanda qui nous l'a dit. Et si on ne change pas de comportement, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Si on ne change pas d'état d'esprit, on ne peut pas changer de comportement et on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu et on ne peut pas être à l'image de Dieu, à l'image du caractère de Dieu. Dieu nous montre dans la Bible qu'il n'est pas raciste ni nationaliste, il n'est pas sexiste ni homophobe. Donc si nous, qui sommes censés être ces modèles, selon l'injonction qu'il nous a laissée dans les évangiles, selon l'injonction que Paul nous a donnée dans ses épîtres, lui-même s'identifiant à Christ, disant à ses contemporains, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur de Christ. Aujourd'hui aussi, nous pouvons dire tout un chacun, soyez, je veux dire à Josiane, sois mon imitatrice comme moi-même je suis imitatrice de Christ. Et si je me déclare, moi aujourd'hui, imitatrice de Christ, dans mon caractère et dans mon état d'esprit, mes propos, ma façon de vivre, je ne dois pas être raciste, nationaliste, sexiste ou homophobe. Et c'est ce qu'on était avant 2018 et que Dieu veut nous restaurer à son image. Sinon, si ce changement n'est pas fait dans la forme et dans l'état d'esprit, quand la loi du dimanche arrive, déjà, on ne va pas la reconnaître, on ne va pas voir le sujet qui est agité et on va échouer au test. Donc, si on échoue au test, on n'ira pas au ciel. Okay? C'est tout simple. Donc maintenant, ces deux éthos, comprendre la LD et être préparé. Pourquoi ce petit gouvernement et grand gouvernement sont-ils introduits dans le sujet de la LD? Parce que leurs éthos respectifs s'affrontent et nous aussi, dans notre vie de tous les jours, on a cette dualité entre égalité et liberté au sein même de nous. On a des enfants, ils vont faire quelque chose peut-être vis-à-vis de leur
leur sœur ou frère, ils vont vous dire, vous allez dire, non, c'est pas juste, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que vous soyez, si ta sœur fait la vaisselle, toi aussi tu fais la vaisselle. Ils vont vous dire, mais c'est pas juste maman ou bien papa, ou bien ils vont vous dire, ouais, moi j'ai envie de faire autre chose, je suis libre de faire autre chose. Ben, dans notre vie de tous les jours, ces deux éthos-là aussi s'affrontent et il faut qu'on soit conscient. Nos enfants aussi doivent y être conscients, nous-mêmes on doit être conscients et il faut qu'on comprenne comment ils interagissent. Ensuite, il faut qu'on comprenne le positionnement des deux parties dans les questions du genre. Pourquoi le genre? Parce que nous sommes dans la dispensation du genre. Il ne se passe pas un jour sans que le sexisme, le patriarcat, le féminicide, les questions LGBTQ sont agitées sous notre nez. Si nous disons que ce n'est pas un sujet sociétal, eh bien c'est que nous vivons sur une autre planète. Si nous disons que ce sujet n'est pas un sujet prophétique, nous vivons aussi sur une autre planète. Et si nous disons que Dieu ne s'intéresse pas à ce sujet-là, nous ne connaissons pas Dieu, parce que Dieu, dans sa parole, il nous dit, dans 1 Jean 4, 20, 21, qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous dites m'aimer ou m'adorer, que vous ne me voyez pas, et que vous bafouez ou piétinez votre frère et sœur que vous voyez tous les jours, vous êtes un menteur. Comment pouvez-vous dire que vous m'aimez et vous n'aimez pas votre frère et sœur qui est à côté? Non. Dieu révèle sa nature et son royaume par rapport aux choses visibles et tangibles et des choses connues. Donc on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et qu'on déteste son frère, qu'on est homophobe vis-à-vis de son frère ou sexiste vis-à-vis des femmes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le caractère de Dieu. Donc ces sujets sociétaux, racisme, nationalisme, sexisme et homophobie sont des sujets prophétiques et il nous faut faire attention parce que ça fait partie de la LD. Et aussi pourquoi, comme je vous ai dit, leur ethos, et c'est ce qu'on a vu dans la citation, leur engagement par rapport à ce sujet continue d'être vérité présente au sein des États-Unis. Le sujet est encore agité aujourd'hui. Donc on va retourner... donc ça, nous l'avons vu. On va retourner dans l'histoire de 1619 et tout ce que je veux vous dire avant, rappelez-vous, peut-être qu'on ne voit pas des fois l'importance des différents messages que Dieu nous envoie. Peut-être qu'on ne saisit pas le caractère prophétique. Peut-être qu'on se dit « ah, c'est trop politique ». D'accord? Mais la LD, c'est une question politique. On va pas cesser de le répéter. Donc, il nous faut, par conséquent, comprendre les enjeux de la politique. Mais il nous faut faire abstraction des bruits. Parce qu'il y a plein de choses. Dieu nous a montré que c'est le sexisme, c'est le patriarcat, c'est le féminisme radical. Donc, quand on va s'intéresser à ces sujets-là, on va regarder la position des partis et de la nation par rapport à cette thématique. Parce que sinon, on peut se perdre. Il y a tellement de ramifications. Je ne parle pas de Daniel 11, 40 à 45, la dispute entre le roi du Nord, qu'on voit même aussi ces caractéristiques dans leur lutte. Mais je reste dans petit gouvernement versus grand gouvernement. Il nous faut donc comprendre ce qui se passe au sein de la nation, au sein des partis politiques dans l'histoire des États-Unis, parce que la loi du dimanche, ce qui se passe aux États-Unis, c'est mondial. Donc ça se répercute dans tous les autres pays. Bon, alors, est-ce que nous, maintenant, on a foi dans la ligne de réforme? Et c'est ça la question. Parce que Paul nous dit, le juste vivra par la foi. Cette ligne de réforme, ce mouvement de réforme, ce sont les différents poteaux indicateurs que Dieu nous donne, ces messages qu'il nous donne pour qu'on puisse être prêts. Maintenant, est-ce que nous avons foi en ces messages ou est-ce que nous les regardons comme un message de plus ou pas? Quel est à nous de réfléchir vraiment? Est-ce qu'on prend au sérieux tous les messages qu'on reçoit? Et si on dit oui, parce que tout le monde va dire oui,
ça veut dire qu'on doit faire des sacrifices quelque part. Donc, si on prend au sérieux ces messages, au niveau de notre fonctionnement au sein du foyer aussi, on doit voir des changements. D'accord? Au niveau de la charge mentale de la femme, on doit voir des changements. Au niveau de l'attitude, des discussions, des prises de décision, des projets, on doit voir des changements. Ça ne reste pas qu'une histoire intellectuelle. Si c'est que de l'intellect, c'est mort. Parce qu'une bonne habitude, c'est une compréhension intellectuelle, mais c'est aussi des actions qu'on mène. Sinon, ça ne devient pas une habitude, ça ne devient pas quelque chose qui est intrinsèquement en nous. Donc, il faut une compréhension intellectuelle du sujet, mais il faut après une mise en pratique du sujet. D'accord? Par exemple, on comprend le sabbat, l'importance du sabbat, ce n'est pas tout de le comprendre, c'est de le respecter. Donc, si on comprend l'importance du système patriarcal, dans notre sphère personnelle, privée, dans notre foyer, ça doit se répercuter. Et ça doit être tangible, à la fois pour l'épouse, pour l'époux, mais pour les enfants, et pour le voisinage, et pour la famille, etc., jusque dans l'Église. D'accord? OK. Donc, si nous avons foi dans ce message, il faut qu'on le vive par la foi. On ne sait pas quand la loi du dimanche sera. On ne connaît pas sa forme, d'accord? Mais on connaît suffisamment d'éléments pour pouvoir suivre son développement. Parce que Paul, il continue, si un homme ou une femme se retire du chemin étroit par lequel sur lequel Dieu nous fait marcher, Dieu dit, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et c'est ça la loi du dimanche. Et c'est là qu'on verra vraiment. Donc, si on disregarde, si on ne tient pas compte des sujets vraiment intellectuellement, mais aussi spirituellement que Dieu nous donne, et que ce changement n'est pas opéré dans la forme et dans l'esprit, Dieu, il va nous mettre de côté. Et on échouera le test. C'est une autre façon de le dire. D'accord? Donc, d'où l'importance. Donc maintenant, nous allons en 1600. Tessa nous pose cette question. Que signifie-t-il d'être de droite ou de gauche? Rappelez-vous notre point tournant. 2018. Dieu, il emmène les deux sources d'information. Un autre terme pour exprimer les deux sources d'information, conservatisme et libéral. Un autre terme pour expliquer conservatisme et libéral ou deux sources d'information, Fox News et CNN. Un autre terme pour le dire, républicain, démocrate. Et un autre terme en 2018 pour le dire, c'était Trump et Hillary Clinton. D'accord? Donc il nous a donné 5 éléments pour dire la même chose, conservateur et libéral. Donc maintenant, nous, Tess a dit, que signifie-t-il d'être de droite ou de gauche dans la VEP numéro 4? Car si nous ne savons pas ce que représente l'aile droite ou l'aile gauche, alors ce changement idéologique est inutile. On va juste faire les choses parce qu'on est dans un groupe, on va dire, OK, on vient dans un club, chez Eden à Eden, et puis ils ont des messages sympas qui stimulent l'intellect, donc on marche. Mais il n'y aura pas de transformation. Pour avoir cette transformation, il faut un approfondissement intellectuel, après une adhésion. Donc, et cet approfondissement intellectuel, Dieu, il nous le donne par ces différents biais. D'accord? Ces différentes thématiques qui sont inclus. Nous ne savons pas ce que ça représente pour nous individuellement, mais en tant que mouvement prophétique. Donc maintenant, on va rentrer dans l'histoire. Il nous faut comprendre ce changement conservateur vers les libérales, qu'est-ce que ça implique individuellement et prophétiquement. C'est bon, hein, là j'ai répété beaucoup de fois la même chose. Hein. Okay. Sur le Zoom, est-ce que ça va? Il n'y a personne sur le Zoom? Okay. Ça va, je ne répète plus. Pourquoi l'étude du petit gouvernement versus le grand gouvernement? Donc, toutes les réponses que vous allez me donner, ou j'espère,
doit tourner autour de ça et de la LD. On est d'accord. 1619, on avait dit donc commerce triangulaire, mais la date que je voulais vraiment, c'est 1620. Merci Jean-Marie. Donc, et le Mayflowers. Et dans le Mayflowers, on va voir deux types de protestants. Non, pas dans le Mayflowers, je reprends, aux États-Unis. D'accord? Donc, il y avait donc les puritains, d'accord, qui sont, eux, très conservateurs, qui voulaient donc une... je vais mettre conservateur. Il y avait d'autres protestants qui étaient aussi conservateurs, mais pas rigoristes ou fondamentalistes, d'accord? Donc, dans cette branche rigoriste ou fondamentaliste, il y avait deux groupes de chrétiens. Il y avait les chrétiens qui voulaient donc un État politico-religieux, d'accord, donc une union Église-État. Et il y avait un autre groupe qui voulait donc que ce soit une communauté théologique, donc par les lois de Dieu. Donc, c'est pour ça que cette branche-là, elle était vraiment fondamentaliste. Pourtant, ils ont fui l'ancien monde pour arriver dans le nouveau monde. Ils ont fui quoi? Un État intolérant. Et pourtant, quand ils arrivent dans le nouveau monde, ils veulent quand même cette union Église-État. Et les communautés qui se trouvent, la diapositive, dans les 13 colonies, elles se situent plus dans le sud, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la Bible Belt, une partie bien sûr, se trouve dans le sud, mais il se trouve aussi, vous voyez la carte, vers tout ce qui est le Rhode Island, vous voyez ce qui est en vert sur la carte. Donc les États en jaune, donc le sud, qui eux ont besoin, donc qui sont très axés sur l'agriculture, donc qui ont besoin de main-d'œuvre, l'esclavage, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Et vous avez toutes les colonies en haut, du nord, on va dire, en vert, qui elles aussi ont besoin, pas forcément d'une grande main-d'œuvre, mais elles sont esclavagistes et elles sont agricoles. Et au milieu, là, en beige, c'est plus les villes donc, industrialisées. Donc, à partir de notre point, de notre marqueur, on voit déjà deux types de gouvernements. Un gouvernement très religieux, mais aussi axé sur le commerce, et un gouvernement plus, on va dire un commerce plus, une ville plus industrielle. Donc, on a une ville agricole et on a une ville plus industrielle. Rappelez-vous, les États-Unis, les 13 de l'Amérique et les 13 colonies, elles font partie de l'Empire britannique, l'Angleterre. Donc l'Empire britannique, c'est un petit ou un grand gouvernement? Donc c'est un grand gouvernement. Et un grand gouvernement, pour fonctionner, il a besoin de quoi? D'argent. Donc on est donc dans ces 13 colonies où il y a déjà donc deux types d'industrie, de commerce et de vision. Il y en a, mais par contre, elles sont toutes les 13 colonies sous le parapluie de l'Empire britannique, de ce grand gouvernement. Donc, elles subissent les décisions du grand gouvernement. Quand c'est un nouveau territoire, bien sûr, il n'y avait pas que les Anglais en Amérique, il y avait aussi les Hollandais, les Espagnols, les Français, d'accord, entre autres. Il y a cette notion de conquête. Donc, qui dit conquête dit guerre.
Donc là, on passe dans les années 1756-63, où nous avons donc des guerres, mais des guerres territoriales pour le pays, d'accord? Pour agrandir le pays. Donc, et cette guerre des 7 ans, elle s'appelle comme ça, hein, donc c'est la guerre des 7 ans, qui met en conflit la France versus l'Angleterre. Mais cette guerre, c'est l'Angleterre qui gagne. L'Angleterre gagne, mais au bout de 7 années, l'Angleterre fait alliance avec des Indiens, mais les Français aussi font alliance avec des Indiens. Et les Anglais, ils disent aux Indiens, en fin de compte, si vous vous battez contre nous, on va vous protéger, on va protéger vos terres. Mais n'oubliez pas que les Américains qui sont là, ils veulent aussi conquérir les terres. Mais les 13 colonies sont un peu à part, ils n'aident pas, ils ne prennent pas part vraiment à cette guerre. Fin de la guerre, l'Angleterre est ruinée. L'Angleterre est ruinée, donc qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin d'argent. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va taxer. Donc un grand gouvernement a besoin donc de taxes, d'impôts. Un grand gouvernement va donc privilégier les alliances commerciales qu'il a déjà avec d'autres pays. Mais les Américains qui sont très riches, qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne veut pas de taxes et on ne veut pas de privilèges parce que c'est de la concurrence déloyale. Donc il y aura une concurrence déloyale. D'accord? Ces deux éléments font qu'il y a guerre. On va dire... alors, 2 secondes. Avant qu'il y ait la guerre, les Indiens, les colons, ils vont renverser, je ne sais pas si vous voyez l'image, ils vont se révolter. Ils vont se révolter, c'est une image très connue, ils vont se déguiser en Indiens et ils vont jeter les cargaisons de thé parce que justement il y a eu une concurrence déloyale et que cela a abouti donc à un changement dans le commerce. D'accord? Donc, je vais mettre, non pas concurrence déloyale, mais je vais mettre commerce. Donc, législation. Donc, le commerce, il y a une légifération qui se fait au niveau du commerce qui change l'ordre des choses. En plus des taxes, donc ça va créer une révolte. Cette révolte qu'on connaît va aboutir donc à la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance, Ellen White, comment elle décrit cette guerre d'indépendance dans la tragédie des siècles? Comment Ellen White décrit-elle la guerre d'indépendance dans la tragédie des siècles? Là, c'est un sujet connu. Elle dit quoi? Personne ne sait? C'est le fondement. La guerre d'indépendance, c'est l'un des fondements de la nation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle souligne comme fondement de la nation? La liberté. Donc relisez, on l'a étudié, hein, mais relisez, la guerre d'indépendance, c'est l'un des 2 fondements. Et le deuxième fondement, c'est quoi? Elle nous dit? Oui, vous le dites, vous avez peur de parler ou quoi? La Constitution, bien sûr, vous le dites. Et là, elle dit quoi? Que c'est quoi? Donc, dans la tragédie des siècles, on a déjà cette dualité, ce conflit d'éthos.
Mais Ellen White, elle ne va pas le mettre au niveau d'un parti politique. C'est nous qui le comprenons là et on le vit là. Il y a vraiment la liberté et l'égalité dans les deux documents fondamentaux qui forment l'Amérique, d'accord? Le 6e royaume prophétique. Donc, ça, c'est l'esprit de prophétie qu'il dit. Mais regardez, eux aussi, ils disent, nous, on va se battre pour notre liberté, liberté de commerce, liberté de pouvoir conquérir les territoires de l'Amérique et notre liberté en tant qu'État, État indépendant. Et c'est ça que la déclaration d'indépendance nous dit. Donc, ils vont demander premièrement au grand gouvernement d'Angleterre une représentation politique des 13 représentants des colonies américaines. L'Angleterre refuse. Premier mécontentement. Deuxième mécontentement, ils ne veulent pas que le grand gouvernement donc, légifère sur le commerce. Ils veulent un libre-échange. L'Angleterre rejette. Deuxième tension. Et troisièmement, ils veulent conquérir le territoire. Et l'Angleterre dit non, parce qu'elle a gagné la guerre contre la France, la guerre des 100 ans, et elle a fait un Project Line, pour protéger le territoire des Indiens. Il y a 3 éléments qui, pour eux, briment leur liberté en tant que peuple, en tant que nation. Donc, ils font la guerre d'indépendance. On comprend? Je ne sais pas si vous voyez déjà. Je vous ai donc déjà mis les caractéristiques d'un grand gouvernement. D'accord? Il veut imposer, taxer. Il veut légaliser ou légiférer sur le commerce, le business. Et il veut protéger aussi, donc, le territoire. L'autre à côté dit non, parce que cette politique va à l'encontre de ma liberté. Liberté individuelle, liberté en tant qu'État. Et ma liberté en tant qu'homme et commerçant. Est-ce qu'on voit? Je sais que ce n'est pas simple. Hein? Donc, cette déclaration d'indépendance, le 4 juillet 1976, elle est envoyée, si je ne me trompe pas, au monde entier. Voilà. Non, oui, voilà, elle est adressée au monde entier, la déclaration d'indépendance, et c'est le premier pays dans le monde qui écrit un document, un manifeste, exprimant ses revendications. On est en 1976. Cette guerre, elle dure plusieurs années, donc de 75 à 83, d'accord? Mais c'est la date qu'on retient, c'est le 4 juillet 1776, quand cette déclaration d'indépendance a été envoyée au monde entier, donc les grands de ce monde, d'accord? Et ils disent, ces représentants, nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux, ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Cette recherche du bonheur est vraiment ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est pour ça qu'au Longeveau, on s'est arrêté sur ce que signifie la recherche du bonheur. On avait vu que la recherche du bonheur est en lien étroit avec le droit de propriété. Pourquoi? Parce que le droit de propriété, parce que la recherche du bonheur, c'est le but de la société qui est d'assurer le bonheur du plus grand nombre. Mais comment? Comment? Donc, par le privatif, mais aussi le collectif et l'individualiste. Donc, le privé, alors chaque personne peut posséder un bien, chaque personne peut avoir un commerce, chaque personne peut donc décider
du travail qu'il va faire, de l'éducation, du choix de l'orientation scolaire. En fin de compte, c'est cette liberté qui est donnée à tout individu. Et ils prennent vraiment le droit de propriété, que ce soit au niveau en biens immobiliers ou en commerce, parce que c'est, pour eux, c'est ce qui va stabiliser la société. Si l'homme et la femme ne possèdent pas ce droit de propriété, il n'y a rien qui va le retenir pour faire une révolution, pour renverser le pays. Donc le droit de propriété est un synonyme de la recherche du bonheur. Et c'est pour ça que dans la déclaration d'indépendance britannique, eux, ils n'ont pas mis la recherche du bonheur, ils ont mis le droit de propriété. Donc le droit de propriété, c'est ce qui va permettre, qui va donner cette liberté à tout homme et à toute femme. Parce qu'il pourra créer, entreprendre, travailler, s'instruire, acquérir. Donc si ce droit de propriété est revendiqué ou est contrôlé par un grand gouvernement, c'est une entrave à la liberté personnelle, mais à la liberté collective. Et c'est ce qu'on a vu, je fais juste une parenthèse pour que vous puissiez comprendre ce que je dis, c'est ce qu'on a vu avec la Covid ou le port du masque. Je ne sais pas si vous voyez. Liberté au niveau, j'ai mon commerce. L'État me dit, il faut fermer le commerce parce que le Covid, ça va proliférer. Ou bien il faut que les personnes qui rentrent dans votre magasin puissent porter le masque. Ou il vous faut faire du télétravail. Le gérant qui est pro-liberté, c'est mon droit de propriété, je ne peux pas autoriser à un grand gouvernement de venir contrôler mon entreprise, mes salariés, mon profit. Non. Surtout, en plus, si j'y crois pas. Vous voyez? Donc, c'est mon droit de propriété, on ne doit pas y toucher. Et en plus, la Constitution le dit, c'est écrit noir sur blanc. Sauf si c'est dans l'intérêt général. Donc, cette partie-là, il la zappe. Mais c'est écrit dans la Constitution et dans la Déclaration d'indépendance. Donc, ils se mettent du côté de la liberté à leur niveau, mais pas au niveau collectif. Alors qu'au départ, la recherche du bonheur ou le droit de propriété, c'est ce qui fait la stabilité de la société. Donc, aujourd'hui encore, et c'est ce qu'on a vu dans la citation du début, ce débat sur l'engagement du grand gouvernement fédéral se poursuit encore aujourd'hui dans la nation et on l'a vu encore il y a quelque temps. Ou bien on l'a vu, encore une autre parenthèse, un autre exemple dans la VEP numéro 4, le cas, et c'est Natacha qui l'avait présenté, le cas Natacha et Maurice, le cas Master Cake Masterpiece Cake Shop, thank you, merci, contre l'Institut du Colorado. Donc, il y avait donc cette dualité entre est-ce que je peux faire en tant que propriétaire, c'est mon commerce, c'est mon business, c'est mon entreprise, c'est mon art, c'est le fruit de mon travail, est-ce que je peux ou non, est-ce que j'ai le droit ou non de discriminer l'autre parce c'est une personne LGBTQ et ne pas lui faire un gâteau parce que c'est la libre expression de mon art, de mon commerce. Et c'est aussi ma liberté religieuse de ne pas vouloir vendre à une personne LGBTQ parce que je crois que le mariage se fait entre hommes et femmes. Donc, le sujet, il est d'actualité. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Le sujet, il est sous nos yeux.